Salut à tous, dans cette vidéo on va voir quel boîtier il faut que tu choisisses pour un budget entre 500 à 1200 euros environ pour le boîtier nu, et on ne va pas parler des boîtiers d'occasion. Si tu ne sais pas comment choisir ton boîtier, qu'est-ce qu'il faut regarder, etc. ou qu'est-ce qui va t'intéresser, j'ai fait une vidéo détaillée à cela avec vraiment tout ce qu'il faut savoir, les différentes caractéristiques, etc. Donc je t'invite à aller la voir avant celle-ci. Je précise aussi que les boîtiers que j'ai sélectionnés font partie de la dernière génération, donc ils sont sortis entre 1 à 3 ans maximum. Ça veut dire que tu vas avoir les dernières technologies, tout ce qui est connectivité pour pouvoir avoir un aperçu sur son téléphone, et puis aussi tout ce qui est menu, l'interface, etc. ça reste récent, on n'est pas sur quelque chose de vieillot. Généralement on sera tous sur des écrans tactiles, etc. On va voir pas mal de boîtiers chez Canon, puisqu'en fait ils ont quand même beaucoup de choix dans cette gamme de prix, et c'est entre guillemets l'une des seules marques qui a développé autant de boîtiers pour cette gamme de prix là. Ils ont vraiment toute une gamme jusqu'au haut de gamme pour chaque palier de prix, alors que chez les autres marques, par exemple chez Sony, on va avoir un ou deux boîtiers et puis après bam on monte de 500 euros et puis bam on monte de 500 euros encore, enfin bref. Et on commence tout de suite avec le Canon EOS R100 avec un prix aux alentours des 500 euros, ça dépend des réductions que tu vas avoir. Là il est même à 480 euros chez IPLN, c'est un super prix. On est sur un boîtier, et ça sera le cas pour tous les boîtiers que je vais te présenter, hybride. Ça veut dire que tu vas pouvoir interchanger les objectifs d'ailleurs que tu vas pouvoir choisir en fonction de ton utilisation. J'ai fait une vidéo qui est détaillée justement sur ça pour que tu puisses choisir le bon objectif en fonction de ton utilisation. Tu vas pouvoir choisir des objectifs peu onéreux au début et puis upgrader au fur et à mesure. On est à 356 grammes, c'est vraiment très léger aujourd'hui sur les boîtiers hybrides plus haut de gamme. On est facile au double. Par contre il me semble que forcément on n'est pas du tout sur un boîtier qui est tropicalisé, ça veut dire qu'il résiste pas aux intempéries. En même temps pour ce prix là ça m'étonne pas, mais on a tout de même un capteur APS-C de 24 millions de pixels, donc c'est un grand capteur quand même, beaucoup plus grand que ce que l'on a dans un téléphone ou des capteurs micro 4 tiers comme on avait à l'époque. Un capteur qui va t'offrir de belles vidéos et de belles images, des vidéos en 4K, Ultra HD plus précisément. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on est sur un boîtier qui est récent, comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc une mise au point qui est quand même plutôt performante, un boîtier qui va avoir tout ce qui est connectivité pour pouvoir avoir un aperçu à distance sur l'application et pour pouvoir aussi transférer ses photos, c'est vraiment bien. Et puis on va avoir tout ce qui est look créatif qui sont directement intégrés dans le boîtier. Ça te permet d'ajouter un petit look exactement comme dans les filtres sur ton téléphone. Ça c'est toujours sympa. Bon, forcément à ce prix là on n'a pas non plus d'option de ralenti, etc. Voilà, on reste vraiment sur un boîtier simple mais qui a tout de même un bon capteur, et tu peux faire des images en RAW. Pour commencer la photo c'est vraiment top, et puis même en vidéo tu peux faire de la 4K, de l'Ultra HD à 25 images par seconde, ça commence bien. Ensuite on passe toujours chez Canon au R50V. Donc déjà on est sur un boîtier qui est orienté vidéo, ça veut dire que tu vas pouvoir filmer en vertical. Tu as un pas de vis qui est intégré sur la tranche pour pouvoir filmer en vertical. Le boîtier est toujours très léger, 329 grammes, très compact. On est toujours sur un capteur APS-C, donc un grand capteur de 24 millions de pixels, sauf que la différence c'est que en vidéo, oui, tu vas pouvoir filmer en Ultra HD, sauf que c'est de la Ultra HD, de la 4K qui est suréchantillonnée à partir de la 6K. Ça veut dire que tu auras un niveau de détail qui est bien plus important par rapport à un boîtier qui filme en 4K mais sans suréchantillonnage. En 4K par contre tu vas pouvoir monter jusqu'à 60 images par seconde, mais tu auras un crop. Voilà, donc ça c'est un truc à noter. Et puis même de la Full HD jusqu'à 120 images par seconde, donc ça c'est vraiment bien pour pouvoir commencer à faire de beaux ralentis. De plus tu vas pouvoir commencer à filmer en log, donc le log c'est un profil d'image qui va te permettre de pouvoir exploiter beaucoup plus de choses à l'étalonnage en post-production. On a une stabilisation, tu vas pouvoir connecter le boîtier directement en USB pour pouvoir s'en servir en webcam pour du streaming. Voilà, donc globalement on est sur un super rapport qualité-prix. Il est sorti récemment et c'est vrai que j'en ai entendu beaucoup de positifs, je l'ai pas eu en main mais ça a l'air d'être bien. Boîtier suivant, cette fois-ci quand même beaucoup plus cher, on est juste en dessous des 1000 euros, donc c'est parfait, on respecte, avec le Z52. Alors juste avant je pensais te présenter le Z30, mais c'est vrai qu'il est quand même moins intéressant que le R50V. Il se place un petit peu au-dessus quand même que le R100, on va dire que c'est entre le R100 et le R50. Donc on est sur un boîtier qui est quand même beaucoup plus imposant, avec un viseur comme le R100, sauf que là on est quand même sur un viseur beaucoup plus haut de gamme. On est sur de l'OLED, une prise en main qui sera aussi plus large par rapport aux autres boîtiers, le capteur toujours APS-C de 20 millions de pixels. Tu vas pouvoir faire de la 4K 25, 50 mais avec un crop, et pour tout ce qui est ralenti ça se fera en Full HD, donc jusqu'à 120 images par seconde. Pour la photo on peut monter jusqu'à 30 images par seconde en mode haute vitesse, et on a même du prédéclenchement. Donc ça veut dire que en fait le boîtier il va enregistrer en permanence, et lorsque tu vas appuyer sur l'obturateur, ça va enregistrer ce qui s'est passé avant, et ça va te permettre
de pouvoir enregistrer du sport, de l'animalier, etc. et d'avoir le bon cliché, puisque quand tu vas déclencher, généralement, ça va être après l'action. Là, tu vas pouvoir capturer ce qui se passe avant, donc c'est un très très gros plus. Et même sur mon A7 IV, ma FX3, etc., qui sont des boîtiers qui coûtent 4 fois plus cher, et je n'ai pas ça. L'autofocus est aussi beaucoup plus évolué par rapport à ce que l'on avait précédemment. Cette fois-ci, on est sur de la détection de phase et de contraste, alors qu'avant, il me semble qu'on était simplement sur de la détection de contraste. Mais par contre, il faut savoir qu'on n'a pas de capteur stabilisé, ni de stabilisation électronique, donc il faudra avoir un objectif stabilisé à ce moment-là si tu veux avoir une stabilisation à l'image. Petite pause dans la vidéo, si tu souhaites soutenir mon travail, n'hésite pas à utiliser mon code créateur Lucas dans la boutique IPLN. IPLN, c'est un magasin physique présent à Paris et à Lyon, mais également une boutique en ligne super bien organisée, t'es livré rapidement, le SAV est au top. Donc voilà, je te mets bien sûr toutes les infos en description et sur ce, on y retourne. On repasse chez Canon avec le R10, cette fois-ci on est un petit peu au-dessus des 1000 €. Bon, je te la fais courte, on est sur un boîtier qui est beaucoup plus imposant par rapport au R50V, avec un viseur, une prise en main qui est plus profonde, donc c'est sûr que c'est plus agréable. On a aussi plus de boutons, l'écran qui est toujours inclinable, etc. On a le joystick, donc ça pareil, c'est un plus, ça te permet de pouvoir naviguer plus facilement dans les menus, de pouvoir déplacer tes zones de mise au point, etc. Donc ça, c'est quand même un atout. Ensuite en vidéo, on a de la 4K 25, de la 4K 50, 60, mais toujours avec un crop. De toute façon, sur tous les boîtiers entrée de gamme, on aura toujours un crop à 4K 60. On a aussi des options de ralenti. Pour tout ce qui est photo, on monte jusqu'à 30 images par seconde en RAW avec l'obturateur électronique. Mais on a aussi l'obturateur mécanique, et c'est le premier boîtier avec un obturateur mécanique à ce prix-là pour l'instant. Et ça va te permettre notamment de pouvoir éviter le plus possible d'avoir l'effet de rolling shutter. Donc c'est le fait d'avoir des perspectives déformées, aussi d'avoir beaucoup moins de problèmes avec le flickering. Donc le flickering, c'est l'effet de balayement des lumières qui scintillent. Bref, ce que tu dois retenir, c'est que c'est un atout. Allez, maintenant mon petit coup de cœur de la vidéo, c'est le Lumix S5D. Le D vient se rajouter derrière le S5 qui était déjà un boîtier sorti en 2020, et en fait là ce n'est qu'une petite mise à jour pour pouvoir ajouter un lidar pour la mise au point. Bon, ça on va pas en parler. Le Lumix S5, c'est un super boîtier. Alors c'est le boîtier, il me semble, le plus vieux dans cette vidéo, parce qu'il est sorti en 2020. La prise en main c'est top, l'ergonomie c'est top, tout ce qui est connectivité c'est top. On a un double port carte SD, pas de CF Express, que de la carte SD. On a du Vlog, des modes anamorphiques, de la 4K 4.2 de 10 bits. Grosse particularité, c'est que c'est le premier boîtier, il me semble que c'est le seul que je te présente aujourd'hui aussi, qui est en full frame. Voilà, donc un capteur qui est beaucoup plus grand par rapport à la PSC, et ça c'est quand même un gros atout. Par contre, la mise au point, c'est pas trop ça, on est sur la détection de contraste, et comme on est sur un vieux boîtier, surtout Lumix, voilà, c'était pas du tout leur point fort, la mise au point. Après, on a une super rafale, on a un obturateur mécanique et électronique, logique. Le capteur, il est très bon, franchement, très bon rapport qualité-prix. Et donc, un petit peu plus cher, on va retrouver le Lumix S9, qui est cette fois-ci beaucoup plus récent par rapport au Lumix S5. C'est un boîtier qui, comme tu peux le voir, est très sympa parce qu'il existe en plusieurs coloris, qui est très compact. Vraiment, c'est limite l'un des plus compacts que je te présente. Mais forcément, c'est vrai qu'on n'a pas une ergonomie de fou si tu veux mettre un micro, etc. Les boutons, ils sont tout petits, donc c'est certes pas très agréable. Mais par contre, on est sur un capteur full frame qui est stabilisé à 6,5 stops, donc une très bonne stabilisation. Ça, Lumix, ils savent vraiment bien faire. L'autofocus, il est aussi beaucoup plus avancé par rapport au S5. On est cette fois-ci sur la détection de phase et de contraste, donc ça, aujourd'hui, ça marche beaucoup mieux chez Lumix. Ensuite, pour tout ce qui est vidéo, on va pouvoir faire de la 6K30 4.2.0 10 bits, donc ça, c'est top, et même de l'open gate. De l'open gate, c'est une fonction avancée pour les vidéastes. On a même de la C4K 60 images par seconde. Il me semble qu'il n'y a pas de crop, sinon ça serait précisé. On a du Vlog, des modes anamorphiques. On peut faire du slow motion jusqu'à 180 images par seconde en Full HD. On a de la rafale pour tout ce qui est photo jusqu'à 30 images par seconde. On a un mode haute résolution 96 millions de pixels, donc ça il me semble que j'avais ça sur mon S5 aussi. Bon voilà, globalement jusqu'ici on est sur le boîtier le plus avancé que je t'ai présenté. Ensuite on passe maintenant chez Sony, c'est le premier boîtier de chez Sony que je te présente. Alors on en avait qui étaient un peu moins chers, mais ils sont pas forcément super récents, c'est pour ça que j'avais pas forcément envie de te les présenter, et je pense que les Canon sont plus intéressants rapport qualité-prix. Mais là chez Sony on a le ZV-E10 marque 2, donc qui est plutôt récent, et tu vas le voir, il y a des choses pas mal. Bon déjà on est sur un boîtier très compact, un petit
peu comme le Lumix S9. Un capteur APS-C cette fois-ci, oui, parce que chez Sony, tu n'auras jamais du full frame pour ce prix-là. On a une prise en main au niveau du grip et puis même de l'ergonomie du boîtier qui ressemble au ZVE1. ZVE1 qui est un super boîtier que j'adore. Le capteur, donc on est sur de l'APS-C, un 26 millions de pixels, donc ça, c'est parfait. En rafale, on monte jusqu'à 11 images par seconde. En vidéo, on a de la 4K 60 images par seconde, 422 10 bits sans crop et suréchantillonné à partir de la 6K. On a des formats d'images comme le All Ultra, donc ça c'est top pour le montage, c'est des formats d'images plus décompressés pour pouvoir être lus beaucoup plus facilement. L'autofocus chez Sony, globalement, ça a toujours aussi bien marché, donc il n'y a pas de souci à se poser. Globalement, je te le dis, ce Sony, il est super intéressant. De un, il est récent, donc tu vas avoir tout ce qui est interface, etc. qui sont à jour. Et puis surtout, en termes de spec, et puis pour le prix, c'est même le boîtier qui est limite le plus intéressant. Ça se joue vraiment entre le Lumix et le Sony. Ça fait hésiter parce que les deux sont quand même super intéressants. On passe sur le choix suivant. Ça, c'est vraiment si tu veux taper plus haut en termes de budget. C'est le A6700. Excellent boîtier qui a une très bonne rafale, excellent en vidéo, une meilleure prise en main par rapport au ZVE10 Mark II. On a non pas de l'Ultra HD mais de la 4K 120. On a un viseur même sur un boîtier très compact, donc ça c'est intéressant. Avec l'autofocus par IA qui l'autofocus le plus performant à l'heure actuelle chez Sony, ça marche du feu de Dieu pour l'avoir testé, c'est un truc de ouf. Moi mon coup de cœur ça va vraiment être le Canon R50V. Si t'as pas beaucoup de budget tu peux partir sur le R100, hein, c'est le moins cher que je t'ai présenté, mais voilà, le R50V c'est le top du top rapport qualité-prix notamment pour la vidéo. Les meilleurs boîtiers du moment ça va être le Lumix S9 et puis le Sony ZVE10. Ça c'était pour la partie vidéo, mais pour tout ce qui est photo, notamment si tu as besoin d'avoir le pré-déclenchement, le plus intéressant il me semble que c'était le Nikon, hein, puisque avec le pré-déclenchement et la rafale à 30 images par seconde, en plus du fait qu'on a quand même de bonnes specs vidéo et puis de bonnes specs de manière générale, hein, ça reste un boîtier qui en photo est peut-être un peu plus intéressant. Bon voilà, je te mets bien sûr tous les liens dans la description. Si tu as des questions ou quoi, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou directement dans les commentaires. N'oublie pas code créateur Lucas dans la boutique PLN. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!